Le révisionnisme historique woke, c'est de la psychose. L'idéologie de genre, c'est de la psychose. C'est la victoire en fait du réel et des déterminismes biologiques et de tout ce qui nous rattache au vivant pour de bon sur l'idéologie justement et le fantasme. Et quelque part, c'est une défaite de la société du spectacle. Bonjour François Dubois, nous vous recevons pour cet entretien sous la bannière d'égalité et réconciliation à l'initiative de sa section Nouvelle-Aquitaine. La France est le vassal d'un empire qui s'effondre et logiquement ça implique que nous nous réunissions pour tenter de réagir. Alors François Dubois, vous êtes issu d'une longue lignée de militaires, vous avez servi la défense de la patrie au sein de la gendarmerie en alternant entre unité d'intervention et unité judiciaire. Vous avez ensuite occupé le poste d'instructeur en école de gendarmerie, que vous avez quitté en raison d'un profond désaccord avec l'institution, désaccord qui s'est intensifié lors de l'épisode Covid. Devenu formateur en lycée professionnel, vous vous prépariez à dispenser une formation préparatoire supplémentaire lorsqu'en juin dernier, vous avez reçu un mail du rectorat annonçant la non-reconduction de votre contrat. On vous informe que cette décision est due à vos prises de position. Auriez-vous un commentaire à nous partager à ce sujet ? Oui, bonjour R, merci de me recevoir. Alors oui, un commentaire, bien sûr, les prises de position, alors déjà c'est un terme qui légalement ne veut rien dire. Par ailleurs, vu que je travaillais par contrat, le non-renouvellement d'un contrat n'a pas à être justifié, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où il est très difficile de faire un recours. Pour autant, j'avais plein de projets et j'étais apprécié de l'équipe avec laquelle je travaillais, ça incontestablement, c'est sûr. Et les établissements avaient investi sur moi. Donc j'ai vécu en fait le lot quotidien de tout opposant qui dit des choses qui gênent, hein, c'est-à-dire qu'à un moment ça vient à un certain niveau puis ça redescend en cascade. Alors concrètement ce qui s'était passé d'ailleurs, c'était suite à une conférence que j'avais fait pour Égalité et Réconciliation qui parlait des forces de l'ordre, une conférence assez fouillée, assez complexe, qui a été citée quelques jours après dans un article qui parlait d'Alain Soral, où j'ai été cité justement comme intervenant et comme ayant fait cette conférence. Donc là, c'est redescendu, donc merci Libé. Et ça en dit long sur la liberté d'expression dans notre pays. D'ailleurs, je pense que la France, quelque part, a un problème fondamental avec la liberté d'expression. Et si elle l'a, c'est parce que ses fondements constitutionnels eux-mêmes, et là je pense à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, anticipent l'intervention du droit dans la liberté d'expression. Si on prend l'article 10 et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont des articles qui parlent de la liberté d'expression pour l'article 11 de sa publication. Et à chaque fois, à la fin de ces articles, il est mentionné que ces libertés, elles ne peuvent s'appliquer que dans les limites de ce qu'impose le droit. Et ça, c'est une spécificité française qui finalement est une porte ouverte à l'instauration d'un régime totalitaire. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise le droit, et on est dans une société qui fait prévaloir le droit positif d'ailleurs sur les droits naturels, ce qui devient le cas maintenant. À partir du moment où c'est le droit positif qui commande, on peut tout lui faire dire. Et à partir de là, la liberté d'expression elle peut être complètement musée. C'est ce qui arrive à Alain Soral, c'est ce qui arrive à Dieudonné, c'est ce qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'on crée des lois ciblées sur des communautés, sur des idéologies, etc., pour interdire d'en parler ou d'exprimer son avis ou un avis contraire. Et ça, je tiens à le souligner. Et c'est une différence fondamentale d'ailleurs avec le droit américain. Voilà. Quand on regarde le premier amendement prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il interdit au Congrès de produire une loi liberticide à cet égard, en ce qui concerne la liberté d'expression. Donc c'est tout l'inverse. Donc le schéma américain empêche constitutionnellement de porter atteinte à la liberté d'expression, alors que la France, qui s'en fait le porte-étendard à travers le monde, a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui finalement est loin d'être infaillible. Ouais. Donc depuis, vous avez donc eu l'occasion d'apparaître sur différents médias alternatifs pour commenter justement cette éviction, enfin du moins cette non-reconduction de contrat. Et donc on les a observés et il y a certains points de vue qui nous ont semblé intéressants.
parmi lesquels le premier, vous observez la destruction du modèle libéral-libertaire, alors reprenez-moi si je dis des erreurs, entraînant une intensification de la confrontation avec les souverainistes et des opportunités qui en résultent. Selon vous, l'effondrement se manifeste-t-il par une chute soudaine ou par une dégradation progressive, et comment s'adapter ? C'est les deux à la fois. Chute soudaine et dégradation progressive. Alors quand on parle de destruction du modèle libéral-libertaire, à mon sens, c'est une volonté de destruction d'un bloc, le bloc d'idéologie progressiste, celui qui est mené par les atlantistes, par Washington, par Israël. Ce bloc-là entend créer un modèle progressiste universaliste. La destruction du libéralisme économique tel qu'on le connaît, c'est la destruction en fait de ce qu'on pourrait appeler le paléo-capitalisme, et en fait c'est le capitalisme multipolaire qui est revendiqué par des personnes, des gens qui sont plus pro-nation, comme Trump ou Poutine. Nos sociétés, à nous, travaillent sur une évolution de cet aspect libéral-libertaire vers un régime nouveau qui conserve une forme de libertarianisme, mais sous le joug d'un nouveau contrôle social et quelque part aussi le tout sous un verrouillage numérique. Et ce modèle, qui est finalement le modèle qui est porté par le World Economic Forum, peut s'apparenter quelque part à une forme de néo-communisme, à une espèce de néo-collectivisme. Voilà, on pourrait le nommer de différentes façons. Et donc, en ce sens, il y a une destruction du modèle. Maintenant, est-ce que cette destruction est progressive ou non ? En réalité, elle est progressive si on suit l'application de leur plan, c'est-à-dire que l'agenda 2030, il a démarré déjà il y a longtemps, il est dans la continuité. Alors il accélère de plus en plus. Et en même temps, il faut le voir sous un autre regard. Eux, ils détruisent pour créer un autre modèle, comme je le disais. La question, c'est est-ce que la destruction, en fait, elle ne va pas être définitive pour un modèle qui n'est pas celui qu'ils désiraient ? Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on assiste à la fois à cette destruction progressive qui vise à détruire pour créer quelque chose de nouveau, mais qui est voulu, et en même temps, une destruction là, qui intervient par des facteurs externes, Poutine, élection de Trump, etc., qui viennent casser aussi leurs intentions. Ouais. Donc on est dans un schéma de destruction totale, mais pour des raisons diverses et variées. Et c'est difficile de se repérer là-dedans. Ouais, bien sûr. Mais on vit une période effectivement d'effondrement entre guillemets, alors surtout pour les pays progressistes qui initialement étaient voulus, mais qui risquent de tourner autrement. Oui, parce qu'on a observé pendant la période Covid quand même un éveil des consciences. Il y a donc une partie de la population qui a pris conscience du spectacle qu'on lui impose, et vous pensez qu'on pourrait atteindre un seuil critique de compréhension, c'est-à-dire à un moment donné où la masse serait suffisamment consciente pour se retourner en face justement de ce système de manipulation ? Alors, les grands retournements historiques, ils viennent jamais des masses. Historiquement, c'est toujours un petit 5% de la population qui fait les revirements. La masse se contente de suivre à chaque fois. C'est, par essence, c'est le principe de la masse. Actuellement, la masse suit les gens qui nous gouvernent. Demain, s'il se passe autre chose, elle suivra la direction du vent. Par contre, il y a une évolution notable de la compréhension des choses au sein de la société. Alors, c'est exponentiel parce que ça suit aussi l'accélération des moyens et des technologies. Est-ce que, j'ai envie de poser une question, est-ce que dans les années 50, le Pékin moyen était capable de s'intéresser à des questions théologiques profondes, à aller se renseigner sur la Kabbale, sur la Torah, sur des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, il peut avoir accès à tous ces domaines, à toutes ces recherches, qui étaient autrefois en fait des domaines très élitistes, et qui pourtant sont indispensables. J'ai pris ces exemples-là, mais il y a des tas de domaines complexes qui sont indispensables à la compréhension des grandes mouvances géopolitiques.
Les gens aujourd'hui ont accès à tout. Donc en ce sens-là, ça va continuer. Il y a des objecteurs de conscience, il y a des gens qui font le job, j'essaye d'en faire partie, sans lesquels il n'y aurait pas eu déjà certains mouvements. Les bonnets rouges, les gilets jaunes, tout ça sont des mouvements spontanés, mais qui sont pas nés justement dans l'inculture, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est tout le contraire. Donc là-dessus, ça progresse et ça continuera de progresser. Et ça, c'est bien. Ensuite, le facteur compréhension, c'est là que je reprends un petit peu Raymond Boudon, qui était un sociologue, qui avait travaillé sur la compréhension des phénomènes sociologiques, et il s'était intéressé justement à quels sont en fait les fondements, et notamment les fondements immuables, qui permettent d'avoir un socle de compréhension. Et il avait dégagé plusieurs fondements qui reviennent en fait à des formes de besoins fondamentaux. On retrouve un peu l'idée de la pyramide de Maslow, mais voilà, la reconnaissance de soi, son ancrage dans les valeurs, dans la religion, le besoin de sécurité, etc. Par rapport à tout ça, on se forge une idée de la société, et en fonction de ce qui est compromis ou de ce qu'on estime ne pas être adapté à nos attentes, on va vouloir comprendre. Voilà. Donc là, les gens sont de plus en plus sollicités et de plus en plus inquiétés dans ce qui représente justement leurs besoins fondamentaux. Donc ça leur donne envie de comprendre. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui crée aussi volontairement, qui a conscience de cela, avec une gouvernance qui a conscience de ça, qui cible tous ces socles pour créer le trouble et la confusion. Et donc, créer le flou dans la compréhension des gens. Si on a beaucoup d'atteintes à notre sécurité, si on a beaucoup d'atteintes aussi à notre personne, l'idéologie de genre, tout ça, ça renvoie aussi à toutes ces notions d'estime de soi, etc., etc., on crée des troubles qui perturbent justement la compréhension. Donc c'est dans ce contexte très complexe qu'on évolue. Et la difficulté, c'est de faire la part des choses. D'accord. Vous avez dit lors d'un récent entretien, la destruction est en cours et le modèle à venir doit être pensé. Avec votre connaissance des institutions et en tant que collaborateur régulier d'égalité et réconciliation, selon vous, quels éléments de notre charte vous semblent offrir une réponse opérative à cet enjeu ? Alors la charte R, j'ai pas appris par cœur, rapidement, mais j'ai en gros les éléments en tête. Et pourquoi c'est facile à retenir d'ailleurs ? C'est parce que c'est une vision, je pense, très raisonnable et raisonnée de ce que doit, je pense, incarner la France au sein du monde. C'est cette forme de troisième voie à la française, et il serait peut-être pas exagéré de dire qu'il y a quelque chose de très gaulliste dans la charte, mais gaulliste dans le bon sens du terme, dans le sens de la troisième voie, justement, de l'exception française, qui cherche à avoir un modèle quand même qui puisse être suffisamment fédérateur et concilier tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont trop peut-être radicalisés dans leur façon de penser et n'envisagent pas la société dans sa pluralité. On ne peut pas, je pense, réfléchir demain à un modèle qui fonctionne si on ne tient pas compte de la complexité et de la pluralité de la société. Ouais. Donc là, on est vraiment dedans. Alors, un des premiers termes de la charte qui retient mon attention, déjà, c'est l'indépendance. L'indépendance de la France vis-à-vis des intérêts étrangers et vis-à-vis aussi du monde de la finance, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et c'est, à mon sens, la façon la plus importante parmi toutes de redonner les clés du pouvoir au peuple. Sans cette indépendance, ce ne sera pas possible. Alors après, il y a d'autres passages qui me semblent très intéressants. Alors, il faudrait les relire, parce que j'en ai certains en tête, mais peut-être pas tous. Alors, l'union de la gauche du travail et la droite des valeurs, donc ça c'est notre slogan. Oui. On défend la tradition chrétienne contre le monde marchand. On forme un front patriote pour contrer la finance et l'ultralibéralisme dont vous parliez. Et on soutient l'indépendance de la France pour la coopération entre nations libres. Et on privilégie la protection des campagnes à l'écologie marchande. Oui, voilà. Mais tout ce qui finalement coule de bon sens. Moi, ouais. L'écologie, c'est pareil, j'arrête pas de le dire. L'écologie, c'est pas l'écologie punitive.
C'est pas inventer des taxes parce qu'on rejette tous du CO2. C'est sûr que c'est facile de récolter de l'argent puisqu'on en rejette tous. Mais c'est pas ça. La vraie écologie, c'est pas importer de la viande d'Amérique pour la vendre en Europe. Donc, et pourtant, c'est ce qui se passe actuellement. C'est les circuits courts, les poules à la maison, les choses comme ça. Voilà, ça c'est de la vraie écologie. Et la vraie écologie, elle n'est pas lucrative. Donc ça, c'est des exemples de cohérence. Mais après, il y a le fameux slogan « Gauche du travail, droite des valeurs ». Mais bien sûr, si on veut redonner au peuple une forme de dignité, du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est quoi ? Le pouvoir, c'est avant tout une question d'emprise. Ce serait bien que le peuple ait une emprise sur lui-même. Déjà, oui. Pour commencer. Et l'aspect gauche du travail me paraît le plus cohérent. Et en même temps, droite des valeurs, forcément, c'est calqué sur ma ligne. Mais on va dire valeur. C'est quoi valeur ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi valeur en France ? Est-ce qu'on parle des valeurs de la France millénaire, de la France du Moyen-Âge ? Est-ce qu'on parle des valeurs post-révolutionnaires ? En réalité, la France, c'est un peu je pense, ma vision, on va dire, idéale de la France, c'est l'évolution, dans le bon sens du terme, qui fait un mix de tout ça, justement. On a un socle helléno-chrétien, ça c'est une évidence. Pour autant, la France, qui est fille aînée de l'Église, doit-elle devenir un État exclusivement chrétien ? Je ne le pense pas, ça me paraît trop clivant, mais ça doit être le socle de référence, parce que derrière la chrétienté, il y a aussi plein d'autres valeurs qui sont, à mon sens, les bonnes, et qui sont celles dans lesquelles on a évolué nous, et c'est le terreau duquel on vient, de toute façon, le terreau historique. Il y a la philosophie des Lumières, incontestablement. Alors certains vont dire oui, mais c'est un antagonisme total avec la chrétienté. Et oui et non. Oui et non. On peut aussi retenir ce qu'il y a de bon dans les Lumières. Et parmi ce qu'il y a de bon, il y a aussi dans notre application du droit, la mise en avant du droit naturel. Et le droit naturel n'est-il pas d'inspiration divine ? Et ça, c'est très important dans un monde où tout à l'heure je parlais du droit positif, justement, où le droit positif est amené à aider le totalitarisme quelque part, en disant ben voilà, on va faire des lois qui vont t'interdire de dire ça, de dire ça, de dire ça. Voilà. Là, le droit naturel, c'est quoi ? C'est aussi ma liberté d'expression tout court. C'est parce que en tant qu'homme, j'ai le droit de parler, je peux parler. Donc, c'est un mix de tout ça qu'il faut mettre en avant. Voilà. Et surtout pondérer certaines dérives. Je pense que ce qui est bien dans la charte, moi, ce qui me paraît bien, c'est que finalement, c'est très tempéré, c'est très sage. Et ça me paraît être Alors c'est rigolo parce que si on écoute Libé, ils vont taxer ER d'extrême droite. Ah, oui. Mais il n'y a rien d'extrême droite. Non. Là, on lit ça, on a l'impression de lire un programme politique des années 1960, quoi. Ouais. Ni plus ni moins, en France. Et rien d'extrême droite. Et d'autres vont nous juger pas assez extrêmes, justement, dans nos propos. D'autres factions de dissidence vont nous le reprocher, cette ouverture. Alors le problème est toujours le même, c'est-à-dire qu'à un moment, si on ambitionne réellement de changer les choses pour un pays complet, il faut considérer tous ses habitants. On peut pas exclure violemment une frange complète des personnes qui composent le paysage du pays. C'est pas possible. Alors, il faut trouver un consensus autour duquel tout le monde se mette en accord. Ça me paraît indispensable. C'est la voie de la sagesse, c'est la voie de la raison. Et tant que d'ailleurs on aura des guignols qui prendront des situations extrêmes et radicales, il ne se passera jamais rien. Parce que ce n'est pas réalisable, tout simplement. C'est du délire, du fantasme. On n'est pas dans le sérieux, là. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Nous nous souvenons du Conseil national de la résistance de 1943, qui a réussi à rassembler des partis politiques de gauche et de droite unis pour reconstruire la France. Selon vous, est-ce que ça peut passer par l'union des forces politiques, cette solution que l'on attend, donc les forces politiques en présence, ou est-ce qu'on peut imaginer, plutôt espérer que ça revienne d'un mouvement spontané type Gilets jaunes ? Alors, un mouvement spontané, type gilet jaune, c'est très louable
Franchement, le jour, je pense que je suis un peu comme beaucoup de Français, le jour où j'ai vu les gilets jaunes devant ma télé, mais j'étais heureux. Enfin, j'étais content, je me suis dit, ça y est, ça bouge, enfin, il se passe quelque chose. Mais ça, c'était un regard un peu naïf. Je me suis vite rendu compte que c'était un coup d'épée dans l'eau. Et je dis pas ça contre les gilets jaunes, parce que je me sens gilet jaune dans l'âme. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais encore en gendarmerie, mais j'étais instructeur en école. Ce qui fait que j'étais pas sur le terrain. Et j'avais des conversations parfois houleuses avec certains collègues, parce que moi, je leur disais, mais pour qui tu te prends, toi? Je veux dire, avec tes 2500 balles par mois, tu crois que t'es quoi? Tu crois que t'es au-dessus du lot? Je suis désolé. Tu verras, je leur disais, dans 5 ans, tu seras comme eux, là. T'iras clémender à la soupe populaire. J'ai exagéré, mais c'était pour dire que voilà, moi, je me suis toujours senti proche du peuple. Et d'ailleurs, je suis désolé, un gendarme, il fait partie du peuple, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus. Et donc pour moi, ces causes, elles me paraissaient totalement justes. Et après, avec le recul, ça c'était sur le moment. Avec le recul, je me suis rendu compte que le mouvement, en fait, n'était pas suffisamment développé, il n'avait pas été suffisamment réfléchi, que dans ses fondements, il était un peu contradictoire, dans le sens où les gens voulaient une révolution quelque part, c'est-à-dire pas dans le sens premier du mot, mais ils voulaient un grand changement. Mais en réalité, ils ne faisaient que réclamer un petit peu plus de miettes dans un système auquel ils demandaient de perdurer. Ouais. Donc en gros, c'est on rajoute des miettes dans la main, comme ça, qui vous nourrit. Du prix de l'essence pour quelques centimes. Comment on peut faire évoluer fondamentalement les choses et structurellement les choses sur ce préalable-là? Et puis l'autre gros problème, c'est le problème structurel au sein des Gilets jaunes, qui ont pâti d'une absence totale d'organisation, d'une absence de hiérarchie, d'un manque de leader, et surtout, et ça je m'en suis rendu compte finalement avec le recul qui permet un retour d'expérience et d'analyser un peu le mouvement, qu'on ne peut pas avoir un mouvement de la sorte si on n'a pas au préalable une administration prête à prendre le relais. On ne peut pas vouloir rentrer dans l'Élysée et tout péter dans l'Élysée, et puis ça y est, c'est terminé. Après, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde là comme ça, au milieu des bureaux cassés. Donc là, ça veut dire qu'il faut une technostructure avec des gens formés, des gens qui se sont déjà réunis, qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà des projets. Et à ce moment-là, ça peut aboutir à quelque chose. Mais finalement, c'est là que j'en viens à la deuxième partie. Pour ce faire, il faut réunir au préalable des gens qui sont prêts à changer les choses. Alors, réunir au préalable des gens qui sont prêts à changer les choses, ça ne veut pas dire forcément préparer les prochains gilets jaunes et vouloir faire une révolution à tout prix. Ça ne veut pas dire, là je ne suis pas en train de dire, attention, j'encourage les Français à faire un coup d'État. Ce n'est pas ce que je dis. En revanche, ce que j'explique, c'est que si on ne se réunit pas comme ça, un jour, entre têtes pensantes, qu'il n'y a pas un consensus qui se dessine au sein de l'opposition, et qu'on n'arrive pas à dégager une structure politique, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le problème sur deux fronts à la fois. En gros, c'est comme une partie d'échecs. Aujourd'hui, le peuple, c'est une pièce maîtresse du jeu. C'est un fou, c'est ce que vous voulez, mais il ne représente pas tout. C'est l'ensemble qui va faire bouger les choses. Donc, il faut une structure politique et il faut l'élan populaire. Et pour ça, il faut travailler sur les deux terrains à la fois, je pense. Ce qui veut dire que, on parlait du CNR. Le CNR, il est apparu dans un contexte historique qui est un petit peu différent et qui est difficilement transposable au contexte actuel. Certes, c'était des résistants, un peu comme nous. Ils se sont réunis, mais ils se sont réunis entre personnes de partis complètement diverses, voire opposées. Donc c'était le CDLL de droite, le SFIO, il y avait divers partis, voilà. Donc il y avait des gens de droite et des communistes qui se regroupaient ensemble, mais pour affronter un ennemi commun. Donc l'idée, c'était de faire en fait un nouveau système composé d'une pluralité politique qui, à terme, une fois sorti de la guerre. Là, le contexte est un peu différent. On est censé représenter des opposants à un système politique qui est déjà en place, ce qui fait qu'on se retrouve avec une opposition qui est normalement censée être à peu près en accord sur les termes
qui l'oppose au système en place. Donc il y a une petite nuance, mais qui n'est pas insurmontable. Si nos ancêtres ont réussi justement à se mettre d'accord entre gens de droite et communistes, on peut aussi y arriver. Maintenant, pour moi, un CNR, c'est quelque chose qui peut être réalisable, qui peut être intéressant de réaliser, et qui peut être même le marchepied nécessaire à l'élaboration d'une structure plus complexe par la suite. Et cette structure-là va pouvoir, à mon sens, s'appuyer sur le dévoilement de la supercherie actuelle des extrêmes. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait aboutir dans les années à venir, peut-être même à partir des mois à venir, je ne sais pas, je l'espère, à quelque chose, à une structure politique qui montre aux Français, vous voyez là l'arnaque des extrêmes là, qui servent de repoussoir mutuel vers le centre à chaque fois, là, vous l'avez compris, bon, eh bien maintenant nous on l'a compris aussi et on va sortir de ça. Et peut-être que ça permettra de faire un outil de captation, notamment si je prends une extrême droite qui est extrêmement divisée, volontairement fragmentée justement. Qui n'a plus rien d'extrême. Qui n'a plus rien d'extrême. Et qui finalement, plus elle se rapproche du pouvoir, plus devient compatible avec l'idéologie progressiste, ça va permettre peut-être de sortir de ça. Et d'une gauche qui, elle, est complètement attachée à l'idéologie sociétale libertaire et n'arrive pas à s'en départir. Oui, voilà. Bien qu'elle puisse défendre des causes qui sont honorables à certains moments. Je reste persuadé qu'il y a beaucoup de Français actuellement qui sont très frustrés d'être piégés par des caricatures. Ouais. Ça, c'est une évidence. Et tout à l'heure, quand on parlait de la charte, pour moi, elle est bien cette charte parce que, justement, c'est par la voie de la raison et justement, sortir de la caricature et être un peu plus sur quelque chose qui puisse faire consensus qu'on va y arriver. Les gens auront beau critiquer là, ce que je dis, ils auront beau critiquer, je m'en fous, je sais que j'ai raison. C'est une réalité. Tant qu'ils resteront dans leur vision trop radicalisée, ils resteront des petites minorités. Et ça restera comme ça ad aeternam. Très bien. Alors, en parallèle de votre carrière professionnelle, vous êtes devenu vice-présidente du site Profession Gendarme, où vous contribuez à la rédaction. Personnalité médiatique, vous êtes passé sur TVL, Le Média en 4K2, Toxin, et j'en passe. Et vous êtes rédacteur sur le think tank strategica.fr. Pour finir, auteur du livre Alice au pays de Lucifer, qui est publié chez K Éditions, sorti en juillet 2022. En lisant votre livre, il est clair que vous avez examiné en détail les mécanismes de contrôle mental des masses. Le mouvement woke compte parmi les exemples les plus représentatifs aujourd'hui. Ne percevez-vous pas des signes d'usure de ces instruments de manipulation ? Alors, il y a des signes d'usure, ils sont manifestes. Et j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les socles sur lesquels repose la compréhension des gens. Et parmi ces socles, effectivement, il y a aussi le socle des valeurs et des religions. Et effectivement, il y a une forme de rappel qui s'effectue. Les gens retournent vers ces socles. Mais pourquoi ils y retournent spontanément ? Ils ne le feraient pas si nous n'étions pas dans le contexte mondial actuel. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en interne et toute la compréhension du système tel qu'elle est, elle naît de la géopolitique mondiale. Actuellement, les rapports frictionnels entre le bloc russe et l'Ukraine, et par extension justement par le bloc russe et le bloc atlantiste, parce que c'est ce qui se passe en réalité, elles ne font que mettre en exergue le conflit idéologique qui règne dans ce monde. Et donc, quelque part, ça oblige aussi les gens à prendre parti pour une cause. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens à qui ça renvoie en miroir leur appartenance et leur terreau d'origine et leurs valeurs d'origine. Et donc, ils se sentent perturbés par ce qui se passe. S'il n'y avait pas ce contexte géopolitique mondial, on serait dans une forme d'endogamie au sein de notre société qui permettrait justement à l'usage du droit positif qui est fait actuellement de prendre le pas sur le reste. Alors c'est ce qui se passe quand même, et c'est très dur de lutter contre la destruction en cours du droit naturel, des droits naturels, parce qu'on nous attaque à tout niveau au niveau des droits naturels. Propriété, droit de disposer de son corps avec les vaccins, j'irais même jusqu'à l'appropriation du genre, finalement,
qui est en quelque sorte une façon de nous détacher des déterminismes biologiques. On nous attaque sur la liberté d'expression, on nous attaque sur la liberté de mouvement. Tous ces droits fondamentaux naturels sont attaqués au profit du droit positif. La dernière affaire en cours, c'est le gamin qui porte plainte contre ses parents parce qu'il s'est transformé en fille. Ouais. Voilà, le droit s'immisce au sein du foyer aujourd'hui. Voilà. Et si on n'avait pas un contexte comme ça géopolitique aussi tendu et qui finalement affaiblit autant les progressistes, eh ben, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, il y a un éveil qui vient de là. Et effectivement, je pense qu'au fur et à mesure là, qu'ils s'affaiblissent, parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à s'affaiblir considérablement en termes d'idéologie, là je parle des progressistes, parce qu'ils ne s'attendaient pas à autant de résistance à l'échelle mondiale, autant de résistance idéologique, plus qu'économique ou guerrière. Eh ben, je pense qu'effectivement, il y a un souffle nouveau là qui émerge, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais certaines entreprises multinationales telles que Disney ou Sony perdent des parts significatives de leur business en raison du boycott organisé par le public parce que leurs offres sont trop orientées woke. On voit ce type de situation. On a différents exemples. On a, par exemple, Bud Light avec sa campagne publicitaire avec un influenceur transgenre qui a perdu des milliards de dollars en valeur boursière. On a eu dernièrement un jeu produit par Sony qui a coûté 200 millions de dollars et qui a été retiré du marché après avoir fait pas moins d'1 million de recettes. Et Disney qui a des performances très décevantes au niveau du box-office. Ils ont perdu environ 143 millions de dollars. Donc on voit même qu'il y a un rejet de l'offre commerciale. Oui, tout à fait. Et il y a le dernier Assassin's Creed là, qui était woke, il n'a pas fonctionné. Et c'est comme la série qui représentait le roi Charles VII noir sur Netflix. C'est pareil, ça n'a pas fonctionné non plus. Et ça, qu'est-ce que ça met en avant au final ? Ça met en avant la victoire du réel sur le monde psychotique. Parce que Charles VII noir, c'est de la psychose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'invente sa propre réalité, mais ce n'est pas la réalité. Le révisionnisme historique woke, c'est de la psychose. L'idéologie de genre, c'est de la psychose. Et donc c'est la victoire en fait du réel et des déterminismes biologiques et de tout ce qui nous rattache au vivant pour de bon sur l'idéologie justement et le fantasme. Ouais. Et quelque part, c'est une défaite de la société du spectacle. Voilà. Et c'est exprimé au moment où la population peut le faire, c'est-à-dire lorsqu'elle consomme en réalité. Oui. Dans ses achats et dans ses... Oui, forcément, puisque la consommation étant le moteur de la société du spectacle, il s'avère qu'en étant dans la société du spectacle, c'est la consommation qui rend la sanction, effectivement. Et c'est ce que Debord disait, c'est que le spectacle institutionnalise le faux et l'illusion qu'il représente comme le choix déjà fait du spectateur et de sa consommation corollaire. C'est exactement ça, c'est une phrase compliquée de Debord, mais qui veut dire ça. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, très bien, nous allons conclure. Donc, si l'horizon politique semble quelque part bloqué et les signes d'un rejet croissant de l'idéologie progressiste suggèrent le début d'un changement culturel, d'un point de vue gramscien, ce phénomène pourrait-il constituer la base d'une transformation plus profonde ? Ouais, c'est une question qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, j'ai fait pas mal d'articles sur ce que j'appelle le néocollectivisme, que d'autres qualifieront de néocommunisme. Moi, j'emploie pas le terme néocommunisme parce que j'estime qu'on est en fait le monde progressiste actuel et le World Economic Forum veut impulser un monde qui s'inspire énormément du communisme. Néanmoins, il est quand même différent. Mais par contre, on retrouve les grands élans collectifs qui étaient commandés par le communisme. Là, la différence aussi, c'est que, mais ça je l'ai démontré dans d'autres articles, c'est que le but n'étant pas de récupérer le capital dans l'intérêt du peuple, mais là de détourner le capital pour que les élites puissent le spolier. Voilà, donc c'est un peu monté autrement. Mais par contre, il y a quelque chose de très communiste dans la structure du monde dans lequel on vit. Alors pourquoi je précise ça ? Parce qu'on parle de Gramsci. Et Gramsci, en fait, est de formation marxiste et il s'est intéressé à Marx.
Et dans le monde progressiste actuel, si on regarde par exemple la construction européenne, c'est une forme de technostructure assez poreuse d'ailleurs avec les grandes entreprises et qui mélange le contrôle des masses, le verrouillage numérique et la porosité avec les grandes multinationales. On retrouve beaucoup de liens avec le communisme, tout comme pendant l'URSS quelque part, où il y avait 15 personnes non élues qui commandaient ce qui se passait. En Europe, on a la même situation. On a 20 personnes qui ne sont pas élues, qui commandent ce qui se passe. Et on a une société comme ça progressiste qui veut piloter des grands élans collectifs. Alors on l'a vu avec le Covid, mais maintenant on le voit avec l'environnement. Ouais. On est sur une démarche idéologique très collectiviste, mais pas dans le bon sens du terme. Parenthèse à part, Gramsci, lui, il s'est intéressé justement à la société italienne et il a cherché à comprendre pourquoi à l'époque le communisme tel qu'il était prédit par Marx et Engels n'avait pas fonctionné en Italie. Et donc il s'est penché sur le problème et il s'est rendu compte que le problème venait de ce qu'il appelait l'hégémonie culturelle et que la classe ouvrière de l'époque était trop inspirée par la classe bourgeoise et qu'elle cherchait trop à lui ressembler pour pouvoir adhérer complètement au modèle communiste et qu'à partir de là, les idées ne pouvaient pas prendre. Et il a développé des solutions qui étaient justement celles qu'il a qualifiées de la guerre de position et de la guerre de mouvement. Et la guerre de position, en quoi ça consistait ? Ça consistait justement à créer des bulles, des niches de fragmentation dans lesquelles on allait perturber les idées des gens. Et qu'à partir de là, ça pourrait impulser justement de nouveaux mouvements. Et ce qui est drôle, l'ironie du sort, c'est comme je disais, on a un modèle qui ressemble un peu dans sa structure, mais aussi dans ses méthodes au communisme, parce que c'est cette méthode-là qui est précisément utilisée contre nous, la guerre de position. C'est-à-dire que l'idéologie progressiste, elle compte sur la création de niches et l'instrumentalisation des minorités, on va dire, utiles, pour parvenir à ses fins et essayer d'instaurer son modèle. Voilà. Après, réduire ce néocollectivisme davosien au communisme, ce serait une erreur. Parce qu'en réalité, c'est une synthèse de système. C'est une synthèse de système qui regroupe à la fois ce qui a pu fonctionner dans le communisme, mais aussi, quelque part, dans l'idéologie et dans la philosophie, le nazisme. Pourquoi le nazisme ? Parce que dans le rapport nihiliste à l'homme, rapport nihiliste à la science, l'eugénisme, aujourd'hui on ne parle plus d'eugénisme, mais on va parler de transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est un terme qui n'était pas connu par les nazis, mais le transhumanisme, c'est un eugénisme 2.0. C'est-à-dire que c'est un nouveau mode de sélection. Quand on écoute le docteur Alexandre ou Harari nous en parler, on s'aperçoit que finalement, il y a quelque chose d'implacable, d'impitoyable. Sans le transhumanisme, on est voué à se faire détruire par l'IA et par la technologie et par les pays qui l'emploieront. Donc c'est une vision extrêmement compétitive, performative du monde, très compatible d'ailleurs avec le capital, mais qui s'associe avec une vision collectiviste et de surveillance et de contrôle social, très compatible aussi avec les modèles communistes. C'est le mix du pire, ce qui nous attend. Si on ne fait rien, c'est ce qui nous attend. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de votre actualité maintenant, s'il vous plaît. Le second livre est en cours. Alors, j'écris, ouais. En ce moment, donc, comme je suis au chômage, je profite, j'aime pas trop le mot, mais du moins, je consacre mon temps à l'écriture. Donc là, actuellement, j'écris en moyenne, on va dire 6 heures par jour, mais je suis monté à 14 heures sur certaines journées. Donc ça demande beaucoup de travail. Les gens qui ont déjà écrit des livres le sauront. Ouais, j'ai un nouveau livre en cours qui je pense, va être vraiment très performant dans sa capacité à faire prendre conscience aux gens du monde vers lequel on se dirige si on fait rien. Voilà, déjà, le premier était pas mal dans le genre. Et je pense que l'autre sera... Alors c'est un autre style, et ce sera un pur roman, mais avec des notions qui seront pourtant très, très profondes abordées dedans. Voilà. Et ça va beaucoup jouer sur les enjeux à venir. Beaucoup. Vous avez une estimation de la date de sortie de ce deuxième livre ? Moi, je pense que je l'aurai terminé
Je pense que je l'aurai terminé à la mi-novembre. Mais le temps que ça fasse la navette avec l'éditeur, si l'éditeur veut bien m'éditer, j'en sais rien. Alors là, j'en sais rien du tout. Hein. Je m'avance, mais en tout cas, voilà. Après, ça prend du temps, ça. Donc ça peut être quelques mois. Maintenant, j'ai fait des progrès en écriture quand même depuis le premier livre. Et je pense que cette phase-là sera plus courte que le précédent. Mais ouais. Très bien. Eh bien, je vous remercie bien. Donc on va finir par un petit cadeau. On vous a pris un bouquin de chez Contre-Culture et donc je vais vous l'offrir maintenant. Bah, merci beaucoup. Donc, super. Michel Pouscar, Pouscar. ouais, très bien, une bonne référence. Voilà. Ouais, super, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Des mecs aussi qui te disent qui est le roi de France, tu sais, c'est jamais celui qu'on croit, et qu'en fait il est toujours roi. Et là même, moi j'ai connu un mec qui était prétendant au trône de France, c'était Costa Conmen. Il habitait au-dessus d'une poissonnerie à Rouen. Et il avait quand même une gueule de Bourbon, alors il se recevait sur un trône dans un 2 pièces. Alors là on peut aborder le sujet ridicule et dérisoire du... On nous dit qu'il faut parler absolument des voyages. Bah oui bien sûr, parce que la question est centrale.